Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'hebdo des éditorialistes que je présente exceptionnellement ce matin. À ma table, j'ai pour les échanges de ce matin, à ma droite, Serge Adam Lao. Bonjour. François Xavier Lumon, bonjour. Bonjour, DP. Confrère, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal Le Matinal. Absolument. Merci pour l'invitation. C'est normal. Kama Din Arekpa, on dit Din Kama Arekpa ou Kama Din Kamaru Din Arekpa. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du Révélateur du jour. Bonjour. Merci. Bonjour. Et un grand frère, un aîné du métier, Vianney Hassani. Je rappelle simplement qu'il est directeur de l'agence Melting Pro Paris et depuis peu éditorialiste au déchaîné du jeudi. Exactement. Voilà. Bonjour François Xavier, bonjour cher. Voilà, nous allons commencer avec un sujet de Vianney Hassani. Aujourd'hui, c'est le congrès du Parti du Renouveau Démocratique. Alors, la question, congrès du Parti du Renouveau Démocratique, est-ce que le président Mbedi est toujours maître de son parti, maître du PAD? Comme c'est vous qui avez posé le sujet, on va peut-être donner la parole à Serge Adam Lao. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Le PAD, le Parti du Renouveau Démocratique, tient en ces heures-ci son congrès pour pouvoir certainement relancer le parti après les déboires connus par le passé avec les élections législatives, les élections communales ou que ce soit en termes de députés, en termes de conseillers communaux. Le PAD aujourd'hui, sans députés à l'Assemblée nationale, sans conseillers dans les conseils communaux et municipaux. La question qui est posée est de savoir si Maître Adrien Mbedi est toujours maître de son parti, bon, pas de son parti, mais du PAD. Son parti. Bon, je crois que la question même dit tout, hein, donne la réponse maître de son parti. Ça veut dire que c'est son parti politique. Et malheureusement, la réforme du système partisan qu'on croyait venir pour régler un tant soit peu cette question d'hommes forts à la tête de nos différentes formations politiques, cette question reste toujours en suspens. Heureusement, certains partis comme le PSD où Bruno Amossou pendant des années, pour ne pas dire des décennies, a régné en maître de ce côté-là, partis comme le MADEB, la RB qui ont disparu à la faveur de cette réforme-là pour laisser place à de grands ensembles politiques. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Maître Adrien Mbedi est le leader de cette formation politique, de ce parti politique-là. On va attendre encore quelques années puisque en termes de relève, rien n'a été pratiquement fait. Ce n'est pas qu'au niveau du PAD, pratiquement toutes les formations politiques n'ont pas su préparer cette relève-là. Même les grands ensembles qu'on est en train de constituer avec cette réforme du système partisan, quand vous voyez l'ossature de ces partis-là, vous vous rendez compte que rien n'est véritablement fait pour que d'ici 2-3 ans, ou que les barons sont toujours en place. Quand celui qui est là va partir ou quand il sera éjecté, qui pourra véritablement prendre le relais pour qu'on ne puisse pas assister à la création tous azimuts de partis politiques. Le PAD aujourd'hui, malheureusement, c'est Adrien Mbedi. Il a le premier et le dernier mot. Et si les informations que nous avons reçues avant la tenue de ce congrès-là se précisaient, c'est qu'il sera maintenu à la tête du parti jusqu'à la remontada, enfin que les ténors du parti ont appelé de tous les vœux. Et cette remontada, nous ne sommes pas sans le savoir, c'est le retour du parti dans les conseils communaux, comme je le disais, c'est le retour du parti à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que cette remontada sera une réalité? C'est la grosse interrogation, c'est la grosse question. C'est pas à la bouche qu'il faut le dire, c'est dans les faits, c'est dans les tractations. Quand vous prenez le code électoral pour être éligible, pour avoir des députés à l'Assemblée nationale, il y a des conditions à remplir. Est-ce que le PAD aujourd'hui est à même d'obtenir le fameux 10% pour pouvoir avoir 3 au chapitre et partager le nombre de députés à la fin? C'est une interrogation. C'est la vraie Mais question. aujourd'hui, pour ne pas se leurrer,
le PRD n'a pas cette assise politique, on va le dire comme ça. Le PRD n'a pas cette assise aujourd'hui, à part l'OME Plateau, où le PRD régnait, je pèse bien le mot, régnait en maître à l'intérieur du pays. Je crois que le PRD n'a pas véritablement d'assise politique. Même à Porto Novo, le PRD est talonné aujourd'hui par l'Union progressiste, par le Bloc républicain et d'autres formations politiques. Donc, aujourd'hui, je crois que le PRD est à la croisée des chemins. Malheureusement, il n'y a pas eu de relève. Le mieux que j'aurais souhaité, c'est que rapidement, les leaders puissent tirer les conclusions qu'il faut. S'il faut aller dans le sens de la mouvance pour renforcer les grands ensembles qui existent, ou du côté de l'opposition. Et je crois que du côté de l'opposition, le choix du parti est clair. Il ne s'agit plus pour le PRD d'aller dans l'opposition, mais plutôt du côté de la mouvance pour que les années perdues par la capitale du Bénin en termes d'infrastructure, en termes de réalisation, ces années puissent être rattrapées pendant les 10 ans du président Patrice Talon. Kamalou Dina Arekpa, est-ce que le véritable problème du PRD, ce n'est pas encore cette conception patrimoniale du parti? Est-ce que pour aller dans le même sens, peut-être que Serge, pour être un peu pervers, est-ce que le véritable problème du PRD, ce n'est pas Maître Adignon Moumbedi toujours à la barre en tant que figure tutélaire du parti, comme pour user d'un vocable évangélique, l'alpha et l'oméga du parti? Bon, c'est vrai que l'un des côtés pervers du système partisan tel qu'il était par le passé et tel qu'il est, en tout cas dans la volonté combattue aujourd'hui par le nouveau système partisan mis en place depuis les dernières réformes. Ce côté pervers, c'est que bon, celui qui est à l'initiative, celui qui est principalement à l'initiative du parti politique en demeure le mentor à vie, et pratiquement. Et ça fait que bon, les choses ne bougent pas toujours dans la bonne dynamique, parce que tant que celui-là, sa vision n'est pas porter vers cette dynamique-là, ça ne bouge pas. Mais bon, pour moi, l'enjeu actuellement de ce qui se passe au niveau du PRD, c'est de savoir si, parce que mon collègue tout à l'heure parlait de mouvance, le PRD, qu'on le veuille ou pas, est dans la mouvance. Ils n'ont raté aucune occasion pour le dire. Dernièrement, ils ont même travaillé sur, ils ont un ministre au gouvernement, ils ont travaillé sur le regroupement social dernièrement. Mais la preuve, ils sont maintenant quelqu'un là, vraiment quoi, qui est là dans ils sont en responsabilité. Merci. Donc, ils participent activement aux actions du gouvernement et ils font partie, je vous l'ai dit, que le PRD fait en fait partie des quelques, bon, vous me permettrez la tautologie, ils sont du nombre, voilà, des quelques partis se réclamant de la mouvance, mais qui n'ont pas voulu se fondre dans la grande masse, c'est-à-dire dans les grands ensembles. Et on sait que depuis quelques mois, l'UDBN a changé d'option. Donc pour moi, l'enjeu serait de savoir si au terme des présentes assises, les responsables du PRD auront le courage de prendre leurs responsabilités justement et de se fondre dans le BR, pourquoi pas. Pour moi, c'est ce qui serait... c'est le choix d'envergure à faire, c'est soit de continuer sur le chemin emprunté depuis que les réformes là ont commencé, soit de se fondre dans un ensemble. Et pour ma part, je ne voudrais pas être pessimiste, mais si leur logique c'est de continuer à faire chemin seul tout en étant dans la mouvance, je pense que ils vont encore... La traversée du désert n'est pas pour... Enfin, la fin de la traversée du désert n'est pas pour maintenant. Oui, si jamais ils continuent à faire cavalier seul. Voilà, Vianney Hassani, peut-être le seul enjeu de ce congrès, c'est de savoir si la remontada se fera en solo ou en équipe. Merci. Oui, c'est vrai, je pense que les deux confrères ont épluché la question sous les coutures qu'il fallait. Ils sont en train de parler de remontada. Légitimement, tout le monde peut se poser la question de savoir si cette remontada est possible dans leur configuration actuelle. La question de départ, c'était Maître Adignon Moumbedi est-il toujours maître de son PRD? De son PRD. La réponse serait oui, et on pourrait compléter la question en disant jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est ça, véritablement, fait l'angle
sous lequel on pourrait réarticuler la question jusqu'à quand, ou peut-être jusqu'au prochain, au congrès suivant. Mais jusqu'à ce qu'il décide de se retirer voilà, ou pas. Puisque, en fait, si je dois articuler cette question-là à ce que mes prédécesseurs ont dit, c'est que si Maître Adrien Ngouedi a gardé le PRD dans la dynamique, ou en tout cas dans la posture dans laquelle elle est actuellement, c'est simplement parce que c'est le seul moyen pour lui de garder son aura politique, son charisme politique qu'il n'a pas pu optimiser jusqu'au destin présidentiel. Donc, voilà, malheureusement, la façon dont ces grands partis politiques-là et même les autres ont été conduits dans notre pays jusque-là, c'est effectivement sans relève, sans préparation. Quelqu'un qui aurait pu être constituer une certaine relève dans ce parti-là, a eu malheureusement un destin différent et difficile aujourd'hui. C'est Joël Aïvor. Donc on sait qu'il a été, il y a une quinzaine d'années, le directeur de et qui est vite parti. Il est parti dans les années 2008-2009 lorsqu'il préparait son agrégation et il paraît que bon, il avait dû se détacher un peu du PRD pour obtenir plus ou moins la caution du régime de l'époque pour pouvoir obtenir son agrégation. Il était allé à la rivière pour obtenir une certaine caution politique. Je me demande d'ailleurs pourquoi une caution politique serait nécsaire pour l'agrégation. Voilà, mais de toute façon, il a eu ce parcours-là qui était intéressant, mais malheureusement, il a un destin aujourd'hui qui est plus ou moins dommage pour lui et pour, je dirais, l'avenir, la relève politique dans le pays, puisque c'est quelqu'un qui, effectivement, s'il était resté fidèle au PRD, aurait pu constituer, voilà. Donc le président Adrien Ngouedi, la seule façon pour lui de garder une certaine vitalité politique personnelle, dans la droite ligne de ce qu'il a fait jusque-là, mais qu'il n'a pas pu optimiser avec le destin présidentiel, c'est de garder la tête de son parti. Et ça, la remontada dont il parle, franchement, effectivement, je pense que ce serait difficile à obtenir. Les confrères l'ont souligné. Et s'il y a une surprise qui sort de ce congrès, ce serait effectivement que le PRD se fonde dans un autre bloc, notamment le BR, mais je pense que ce serait difficile. Donc, c'est encore un gros point d'interrogation à la fin de ce congrès. Apparemment, tout le monde prophétise sur la destination idoine pour le PRD, le BR. Maintenant, n'oublions pas qu'ils y étaient, en fait. Non. Enfin, les démarches, ils aboutissaient presque quand le PRD en 2012. Je pense que le véritable problème aujourd'hui au niveau du parti, c'est le manque de relève, de préparation en réalité de la relève. Ça étonne. Il y a beaucoup de quinquas qui sont là, les Christian Parfait à Oyo. Il y a toute une génération quand même qui sont fidèlement. Non, la relève, ce n'est pas que la carrure. La carrure, c'est plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Parce que pour tenir la tête d'un parti politique, c'est pas une mince affaire. Hein. Il faut beaucoup de moyens. Quand je parle de moyens, c'est les moyens intellectuels, c'est les moyens matériels, moyens financiers. Financier, ce n'est plus le cas. Dans les grands ensembles, le parti est censé obtenir du financement. Les adhérents au parti, ils sont censés cotiser. Bon, on n'est plus dans normalement, on n'est plus dans ce schéma de parti. La cotisation, de vous à moi, la cotisation, c'est pas la chose du monde la mieux partagée. Hein. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est l'aîné Vianney a parlé tout à l'heure de la vitalité, que tout en restant à la tête du parti, Ngouedi pourrait avoir une certaine vitalité politique. Il n'a pas besoin d'être président du PRD pour être visible à travers les écrans et autres. Il peut être président d'honneur, c'est vrai. Le rôle du président d'honneur n'est pas le même que celui du... Docteur vous dirait c'est une voie de garage, président d'honneur. Non, ça dépend de ce que vous donnez, ça dépend du contenu en réalité de la présidence d'honneur de votre parti politique. Et aujourd'hui, Ngouedi est très rusé. Il peut donner la carapace qu'il faut à la présidence d'honneur du Parti du Renouveau démocratique pour que, tout en étant président d'honneur, celui qui sera là puisse véritablement jouer le rôle qu'il faut. Mais le problème, c'est que ce dernier n'a pas été préparé. Et aujourd'hui, sur qui il faut porter le choix, on en parlait tout à l'heure de Parfait à Oyo. Bon, c'est vrai, je parle des jeunes qui a Renfort et autres, véritablement, moi je ne les vois pas
être porté. Il y a le ministre à Cotaillon, il y a Kadiri qui est à la grande chancellerie. Vice-grand chancelier. Voilà, ils ont assez de carapace quand même. Et, bon, la suite. vous me dites, il sait le plan, mais les informations, comme je l'ai dit, c'est que jusqu'aux prochaines législatives de 2023, il est toujours maître de son parti politique. Donc on attend l'issue du congrès. Je crois que d'ici quelques heures, ça doit pouvoir se dessiner et toute vraisemblance est qu'il sera maintenu. Oui. Voilà, peut-être qu'on peut dire aussi que, parce que on peut dire aussi que le parti tient à ce qu'il reste là. C'est leur figure, c'est leur messie. Non, c'est de remontada. C'est de leur droit le plus absolu de le maintenir à la tête du parti. Si c'est son maintien qui va permettre au parti de véritablement se relancer sur l'échiquier politique national, pourquoi pas ne pas faire ce sacrifice-là encore pour quelques années. Mais le véritable problème, c'est la relève. Il faut que véritablement on puisse choisir une ou deux personnes et les mettre dans le moule en réalité de la chose politique pour que quand Ngouedi va s'effacer, il puisse avoir le relais. Oui. Quand on parlait de BR tout à l'heure, c'était pas forcément une prophétisation, c'était une vision, je dirais, éditoriale de la chose, c'est-à-dire une espèce de conseil politique qu'on pourrait leur donner. C'est-à-dire que la pertinence politique aujourd'hui, des choix possibles que pourrait faire le PRD à l'issue de ce congrès, quand on les analyse, le choix qui serait le plus pertinent, justement, ce serait, oui, de se fondre. Quitte à ce qu'on améliore davantage la conduite de la réforme du système partisan, on ne peut pas encore dire que tout est parfait. Mais le fait d'avoir de grands blocs, de grandes configurations, c'est l'idéal pour une démocratie. C'est ce qui se fait partout ailleurs. Et d'ailleurs, au Bénin, on ne peut pas dire que il y a un bipartisme qui a été imposé. C'est toujours... le bipartisme, d'abord, c'est une forme de multipartisme. D'accord? Mais le multipartisme, dans son fonctionnement, peut amener à un bipartisme. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Angleterre. Et voilà, donc il y a... Et même en France, en dehors je dirais, des changements qu'on a aujourd'hui, il y a toujours eu deux grands ensembles forts, avec des petits partis. Il y a beaucoup de partis satellites. Donc aujourd'hui, stratégiquement, pour le PRD, quel peut être le choix le plus pertinent qu'il pourrait faire, alors qu'il parle de remontada difficile en raison des 10%, etc. L'élection est à peine dans un an. Franchement, si on devait leur donner un conseil, ce serait de se fondre dans un des blocs. Voilà. Donc c'était un peu dans ce sens-là. Juste pour sortir de ce sujet, il y a une dernière possibilité qu'on n'envisage peut-être pas. Peut-être l'idée d'un troisième bloc autour du PRD. Il y a cette possibilité. Bien sûr. On ne sait jamais. Bien sûr. Peut-être que c'est la stratégie secrète. Si le projet de remontada est assez captivant ou attirant pour certains, petits partis, permettez-moi l'expression, ils peuvent toujours se joindre au PRD. Mais bon, pour moi... Parce qu'il y a une possibilité, on oublie une donnée. Il y a on va dire un autre ténor du BR. Oui, Mouel. Il y a un autre ténor du BR qui enrade jusque-là, le ministre Abimbola, par exemple. Il y a d'autres qui peuvent on l'a un peu on l'a annoncé partout. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui s'annonçaient, effectivement. Bénin, ça peut être... Et c'est vrai qu'il est resté, finalement, on n'a plus rien vu venir. Donc peut-être que c'est peut-être une option intelligente. Il y a cette option. La LNA qui dit qu'il n'est ni de la mouvance de l'opposition. Il peut avoir un troisième bloc, comme vous l'évoquiez tantôt, autour du chef de l'État. Qui peut drainer, qui va rassembler les mécontents des autres blocs. Absolument. C'était même la création de ce bloc-là a été annoncée il y a 2 ou 3 mois, mais je ne sais pas pourquoi les ardeurs, les élans ont été émoussés. C'est le départ de l'UDBN vers le bloc républicain qui a fait freiner plus ou moins effectivement cette tendance-là. Sinon, comme disait Serge, à un moment donné, c'était une tendance et donc effectivement ce serait aussi un choix intelligent. Au jour d'aujourd'hui, il reste le MOEL. Les deux, le MOEL et le PRD, il y a souvent eu des bisbilles, mais en politique, on ne se fâche jamais définitivement. Donc, c'est une option possible. C'est une option d'ailleurs qu'on peut encourager pour la vitalité de la démocratie. Voilà. On va rapidement passer au second thème, un autre thème. On va parler de terrorisme, mais avant de parler de terrorisme, on va parler du PAG2, de valorisation, augmentation des salaires annoncés. Est-ce qu'on peut dire que le votement social, ça c'est un sujet de Vianney Hassani?
le hautement social en marche, très concrètement? Oui, on ne peut Bon, pas, même si la revalorisation n'est pas encore là. Mais bon. on ne peut pas axer le hautement social rien que sur la revalorisation des salaires, Non, des le salaires PAG2, 31% du budget est destiné au social, au social. 3 000 milliards. Oui, je crois que ça entre dans la dynamique du pouvoir du gouvernement, du président Patrice Talon, qui a décidé de faire de son second mandat, de son second un quinquennat hautement social. Moi, je m'attendais à un peu plus en matière de manne financière, en matière de pourcentage. C'est vrai que 32%, c'est pas peu. C'est pas peu. C'est le tiers. Oui, le tiers. Oui, bon, encore que quasiment. ça c'est nominal, parce encore que les autres projets Projets, impactent aussi le toujours, social. oui, Donc, oui, la toujours. construction, les infrastructures impactent le social indirectement. Donc C'est- on peut dire qu'au final, l'enveloppe peut être encore plus plus élevée. consistante, potentiellement. oui, plus élevée. Ça entre dans ce que la promesse, dans ce que le chef de l'État a eu à dire à Porto Novo lors de la prestation de serment. Ce qu'on va souhaiter, c'est que véritablement les projets puissent permettre à ce que le grand nombre puisse bénéficier de ces réformes-là. La revalorisation des salaires, c'était attendu depuis, on va dire, depuis 2016 que Patrice Talon est là. Les gens, la population a l'impression que elle est trop Trop pressuré. pressurée, voilà. On demande de payer les impôts, mais en retour, ça ne se ressent pas sur le panier de la ménagère, et ainsi de suite. Je crois que avec ce bout qui est en train d'être pris par le gouvernement, on pourra obtenir dans les foyers, dans les maisons et autres, une certaine satisfaction. C'est vrai que ce n'est pas encore une réalité. Le gouvernement a déjà entrepris des discussions, des négociations avec les centrales syndicales, avec le patronat pour voir la faisabilité. Mais ça va se faire. S'il devrait avoir augmentation, je crois que ça partirait du SMIC, qui pour l'instant tourne autour de 30 000. Je crois bien, pour un pays comme le Bénin, c'est vrai que 36. 33, 36, c'est vrai que nous ne sommes pas un pays développé, mais vu les conditions de vie aujourd'hui, ne serait-ce qu'à Cotonou, 33 000, 36 000, je n'ai pas exactement les chiffres. C'est véritablement insignifiant, c'est peu. Si ça pouvait être, et je crois que ça doit pouvoir être une réalité parce que le président Patrice Talon, quand il annonce quelque chose, c'est que ça se fera certainement. Si c'était une réalité, je crois que ce serait un ouf de soulagement. Et puis à côté de la revalorisation, les projets en matière d'eau potable, d'électricité pour tous, les cantines scolaires, si tout ça arrivait à être bien suivi, je crois que le hautement social ne serait pas un vain mot, mais ce serait une réalité. C'est au niveau de toutes les couches, au niveau de toutes les catégories de la vie sociale. Voilà. J'écoutais le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement hier sur la radio nationale, et il disait déjà pour cette revalorisation, le président a donné les instructions pour que ce soit effectif en 2022. Je pense que les ministres sont en train d'y travailler avec les partenaires sociaux. Ça devrait pouvoir s'opérer. Vendredi dernier. Oui. C'est vendredi. Jeudi, il y a une séance. Le ministre des Finances a rencontré les leaders syndicaux pour échanger le processus et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que personne ne s'y attendait, franchement. Effectivement, quand la nouvelle est tombée au sortir du dernier Conseil des ministres, personnellement, je me suis dit, bon, ça c'est bien. Parce que le système tel qu'il est aujourd'hui ne permet même plus trop leaders syndicaux d'être tout le temps à revendiquer. Donc, cette affaire de revalorisation salariale, à un moment donné, personne n'en parlait plus. Puisque on attendait ça dès 2016 après. Bon, donc, c'est bien quand même que le gouvernement, sans aucune pression extérieure, une pression active extérieure, ait opté pour un tel choix. Et l'idée, enfin, le souhait, c'est que cela se concrétise très rapidement. Parce que si c'est annoncé là maintenant, vous voyez, c'est annoncé, tout le monde a entendu. Et quand on dit revalorisation salariale, ça veut dire quoi? C'est vrai que c'est dit aussi que ce soit dans le public comme dans le privé. Oui. Donc,
au niveau du privé, comment cela va se faire pour que les entreprises se sentent vraiment obligées d'y aller? C'est vrai, il y a déjà le SMIC, on va toucher le SMIC, leur demander donc aux entreprises privées de s'ajuster par rapport à ça. Maintenant, après, quand bien même, on va dire c'est tout le secteur privé et tout le secteur public qui est impacté, on sait qu'il y a l'informel derrière. Oui, c'est vrai Donc, que ce sont des charges. Pour voilà. un chef d'entreprise Ouais. privée, c'est une charge Voilà, en c'est plus. ça. Donc, Pour 1000 francs d'augmentation, ça peut aller pratiquement à 5000, 6000 de charges. De entre charge les cotisations et au ainsi de finish, suite. effectivement. Donc, effectivement. d'où l'importance de discuter avec le patronat. peut-être Effectivement, pouvoir, voilà, pour pouvoir harmoniser tout ça et faire en sorte que cela soit le plus rapidement possible effectif. Parce que, vous savez, quand on apprend qu'il y aura une valorisation salariale, tout le monde commence à fonctionner par rapport à ça. Comment ça avaler la salive? Voilà, vous voyez, ceux qui se sentent directement concernés commencent Ils déjà attendent à ça. Ils sont apaisés déjà. Ils Bah, de sont- toute façon, ça rassure, ça rassure. ça rassure, on commence à s'ajuster par rapport à Et ça. de toute façon, Derrière, il y a les propriétaires, les propriétaires, je veux parler voilà, de l'immobilier. Je veux parler d'autres types d'intervenants du tissu économique qui, sachant qu'il y a une revalorisation salariale qui s'annonce, commencent aussi déjà à... Propriétaires- Donc, il faudrait que le gouvernement Non, ne mette pas... les propriétaires, nous, les que cette propriétaires- annonce soit suivie rapidement d'effet. Oui, les pour propriétaires que- n'auront aucune raison de toucher à quoi que ce soit. Parce que déjà, Bon, dans le vous- budget 2022, Oui. il y a une exonération Exonération. qui leur a été accordée pour les revenus des locatifs à revenus Ok, locatifs. Donc, ils ouais, n'auront au niveau aucune de- raison. Bon, c'est vrai de que l'impôt. l'inflation est à Voilà, à surveiller. craindre. Ah oui, Oui. ah oui. Maintenant, ah oui. quand on regarde très bien, est-ce que cette annonce est aussi surprenante que ça? Parce que le chef de l'État l'a toujours dit depuis le début, c'est-à-dire faisons les efforts. À un moment ou à un autre, nous allons finir par en jouir. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle de hautement social parce qu'il a dit et tout ça, mais est-ce qu'on n'est pas dans une certaine logique? C'est-à-dire que en termes de mobilisation de ressources, on parle des factures normalisées dans le nouveau budget. Je pense que c'est autour de 124 milliards qui sont pour les prévisions juste pour les factures normalisées. Est-ce qu'aujourd'hui, le chef de l'État se dit, bon, par rapport à l'effort collectif, il est temps de redistribuer, en tout cas de ce côté-là, parce qu'on le faisait avant, parce que aujourd'hui, les disponibilités permettent de le faire, donc on va le faire. Tout à fait, c'est-à-dire que ce que vous voulez dire, c'est qu'après le serrage de ceinture, on va desserrer. On va un peu. desserrer. Effectivement, c'est-à-dire que ce qui est remarquable quand même, il faut bien le dire, c'est que comme l'a souligné tout à l'heure mon prédécesseur, il n'y a pas eu de pression active et comme vous venez si bien de le dire aussi, il y avait eu en tout cas des indications de perspective en termes de timing qui viendrait où on pourrait profiter des fruits de nos efforts. Et donc ce qui est remarquable, c'est vraiment une dynamique, une volonté politique structurée, organisée, vraiment planifiée dans le fonctionnement. Moi, je découvre des choses parfois dans les relevés du Conseil des ministres. De temps en temps, je me dis, mais pourquoi personne jamais n'avait pensé à ce genre de détails dans l'aéronautique, dans l'immobilier. Donc, on sent véritablement, quoi qu'on dise, une orchestration planifiée, structurée, une volonté, une vision qui est mise en œuvre échelle par échelle. Et c'est pourquoi, effectivement, on peut se réjouir de ce que, alors qu'on ne, ce n'est pas véritablement une surprise, mais alors qu'on ne s'y attendait pas forcément, en ce moment précis, c'est annoncé. Mais ça concorde, bien entendu, avec la perspective du hautement social, un tiers de l'ensemble du PAG 2, qui va être dédié aux questions, en tout cas à des impacts sociaux. Ce que nous, et moi je vais en profiter quand même pour faire une petite virgule sur ce point, et ce que nous, en tant que professionnels des médias, en tant que journalistes, en tant qu'hommes des médias, en tant que techniciens de la presse, de l'audio, etc., on peut aussi espérer, et je pense que probablement on aura aussi des surprises intéressantes à ce niveau, c'est que, en tout cas, il y a aussi une modernisation du secteur de la presse, il y a aussi, et d'ailleurs j'ai relevé que Madame la ministre, à la présentation du budget, à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, avait dit que la presse serait aussi une priorité. Voilà, donc je présume, et sur la base des formations, d'échanges que j'ai, je pense que il y aura aussi un impact dans le PAC 2, pour le secteur de la presse, et que le hautement social aussi, mais le hautement professionnel aussi certainement. Les deux vont de pair. Voilà. Pour aller dans votre sens, le porte-parole annonçait aussi hier sur la radio nationale qu'il y aurait
que le code de l'information devrait être retouché. Donc ça veut dire, ça peut-être pour aller dans votre sens, qu'il y a des choses qui sont sur la table. Absolument. Il faut très vite le faire parce que il y a des dérapages que nous constatons aujourd'hui dans nos rangs. C'est vrai, nous n'avons de leçons à donner à personne, mais il faudrait qu'en notre âme et conscience, on puisse... que le hautement professionnel soit de mise à notre niveau. Et je vais profiter pour dire que la redistribution de la richesse, je crois que ça va se faire ressentir au niveau de tous les secteurs de la vie socio-économique. Que ce soit les journalistes, que ce soit les enseignants, que ce soit même les artisans et autres. C'est l'heure en réalité de récolter ce que nous avons semé avec le chef de l'État. Et ma crainte, et je sais que ça n'arriverait pas, c'est que le souci de redistribuer ne puisse pas amener à sortir du boulevard du développement qu'on s'est tracé en réalité. En veuillant satisfaire les uns et les autres, qu'on ne puisse pas oublier l'essentiel, dévier, oublier l'essentiel. L'essentiel, à mon avis, c'est le développement, parce qu'on a passé tout le temps à nous occuper des futilités. Il est temps pour qu'on puisse lancer véritablement le pays sur les rails. Oui, je voulais surfer sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Parfois, on découvre des choses en Conseil des ministres. Là, par exemple, le dernier Conseil des ministres, c'est vrai que le PAG2, la revalorisation salariale, a occupé un peu les commentaires. Mais il y a une petite ligne qui parle de la prise de participation du gouvernement dans une compagnie aérienne. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'on a une compagnie aérienne. C'est surprenant, puisque jusque-là, personne n'en avait parlé. Il n'y a jamais eu d'annonce là-dessus. Non, je crois que la création avait déjà été annoncée, toujours en Conseil des ministres. En Conseil des ministres. La constitution du capital. Et tout ça, là, je crois que c'est ça, le dernier Conseil des ministres est venu faire tout là. Donc, je pense qu'on voit tout ce qui a été comme subvention pour l'aéroport, la mise aux normes de la piste, ainsi de suite. Donc, bon, on a l'impression quand même que tout est cadencé, qu'il y a un rythme qui est impliqué, les programmes sont en place et qu'on déroule au-delà de tout ce qu'il y a comme tintamarre, critique à gauche et à droite, qu'on est quand même sur... Il y a une ligne directrice qui font... Oui. Je crois que sur ce même plateau, il y a peut-être un an environ, je faisais une telle remarque. Bon, c'était pas sur cette émission. Je disais que celui qui est à la coordination de l'action gouvernementale, bon, on n'est pas sans le connaître. Je veux parler du ministre d'État, Biot Tchane. Je pense que avec la vision, le chef de l'État étant quand même quelqu'un qui a une certaine vue, une certaine ouverture d'esprit sur les choses, qui aime une certaine qualité dans ce qui est, il le montre, tout le monde lui reconnaît ça déjà, et ayant avec lui un technocrate du rang du ministre d'État, Abdoulaye Biot Tchane, je pense que tout ça favorise. Ce n'est pas pour... je ne voudrais pas ignorer l'effort que tous les cadres du gouvernement et puis les cadres de notre État... S'il n'y avait pas effort, il n'aurait rien à coordonner. Merci. Donc, je voudrais dire que toute la chaîne, c'est-à-dire du sommet vers ces cadres-là, au niveau de nos ministères, au niveau de nos trucs là, il semble quand même qu'effectivement, il y a une sorte de d'orchestration, une certaine direction qui est impulsée. Puis bon, les actions, quand on regarde les choses, comment ça vient, on voit que bon, tout a un sens. Bon, le sens peut ne pas être perçu tout de suite par tout le monde. Le sens peut ne pas être aimé. On peut ne pas être d'accord avec le sens, mais on voit bien qu'il y a une démarche logique et méthodique, progressive. Et c'est un bonheur d'avoir quand même un gouvernement, une équipe gouvernementale qui est si bien cadrée. Qui a une feuille de route et qui s'y tient. Voilà. Nous allons, je vais rester avec vous par rapport au sujet que vous avez proposé. On parle de terrorisme. Votre question, c'est jusqu'où ira le Bénin pour se défendre, pour riposter contre... Parce que... Qu'est-ce que vous vouliez dire concrètement? Voilà, l'idée c'est... Bon, vous savez, hier seulement, le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a dû démentir une rumeur
selon laquelle notre frontière avec le Burkina Faso serait fermée. Et ce que j'ai remarqué quand même pendant son démenti, c'est qu'il n'a pas écarté cette piste-là. Parce qu'il dit que si à l'avenir, malgré les efforts que le gouvernement, enfin que l'État béninois est en train de faire pour quand même freiner cette exportation, notons-le quand même, du djihadisme du Sahel vers le golfe de Guinée. Puis après, si vous voulez, jusqu'à il y a 2-3 ans en arrière, on ne se sentait pas du tout concerné presque par cette affaire-là. Et personnellement, je trouvais un peu curieux que le Bénin parfois allait à des rencontres, rencontres sous-régionales par rapport à ce phénomène du djihadisme-là. Moi, je me disais, mais on n'est pas concerné. Est-ce que le fait de s'afficher avec les autres ne va pas nous attirer des ennuis? Bon, non, je ne suis pas en train de dire. De responsabilité. Merci, on est entouré merci. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, non. Parce que tout système, que ce soit un système économique ou un système politique ou un système militaire, a pour vocation à s'étendre. Donc, si vous ne faites rien, si vous n'êtes pas proactif là-dessus, c'est là que vous serez davantage surpris. Donc, c'est pour dire quoi? Les efforts, l'implication que l'État béninois faisait déjà depuis des années, même depuis le régime précédent, pour quand même s'associer aux États qui étaient directement concernés, ce n'était pas vain. La preuve, pour le moment, l'ampleur que peut-être les djihadistes auraient voulu, ils ne l'ont pas atteint et plaise au ciel qu'ils ne l'atteignent jamais. Mais le ministre, je reviens au sujet, le porte-parole disait donc que si, malgré les efforts de l'État béninois, il était constaté que les partenaires des autres pays, tels que le Burkina par exemple, ne faisaient pas les mêmes efforts, en tout cas ne faisaient pas aussi des efforts pour pouvoir contenir le phénomène, que s'il faille fermer les frontières pour la sécurité des Béninois, que le gouvernement n'hésiterait pas. Donc déjà là, bon, on peut déjà se demander, est-ce que ça ne va pas finir par arriver? Et là, ce ne serait pas seulement le Burkina. On sait qu'au niveau du Niger aussi, il y a des cellules qui sont installées là-bas. Et cette semaine, toujours par rapport à la même actualité, on sait qu'il y a une expertise française qui a commencé déjà à coopérer avec les nôtres. Oui. Et au nord là-bas, bon, justement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Bon, bien sûr. Mais par rapport justement aux dernières attaques, par rapport aux dernières attaques djihadistes, il y a des conseillers, comme on les appelle, qui sont en train de voilà. Donc la question c'est de savoir bon, parce que moi ce qui me fait un peu m'amène à me poser cette question, c'est que vous savez, le Mali, quand on prend le Mali, bon, je m'arrête au Mali, on sait qu'actuellement le Mali, après toutes ces années de collaboration avec les Français, en tout cas le régime actuel au Mali estime qu'il faille aller encore avec d'autres États, puisque la France n'aurait pas vraiment servi leurs intérêts comme ils l'auraient souhaité dans cette lutte djihadiste-là. Est-ce que le Bénin, tout de suite, ne devrait pas alors mieux peaufiner sa politique? Parce que si les Français commencent à travailler avec nous et que par rapport aux questions des attaques qui ont commencé réellement maintenant là, et que d'ici quelques mois, quelques années, on commence bon, je ne sais pas, à ne pas avoir satisfaction, tout en sachant que les populations, parce que parfois les intérêts ou bien la vision des gouvernants ne cadrent pas toujours avec la vision des populations. Oui, bon, les populations ne sont pas en responsabilité. Merci. Donc, pour moi, il faudrait quand même que tout ceci soit encore bien peaufiné pour que, parce que la lutte contre le djihadisme, c'est une lutte transversale, une lutte qui nécessite une unité d'action, je veux dire nationale. Si le gouvernement, l'État dans son ensemble et les populations ne s'entendent pas pour que la lutte soit une lutte coordonnée, une lutte en symbiose, ça ne profite qu'au voilà. Sur ce point précis, vous avez des craintes particulières. Bon, pour le paraphraser, quand bien même le Bénin serait dans ses droits de fermer la frontière ou de prendre toutes les dispositions, on ne peut pas reprocher au Burkina de ne pas faire grand-chose pour ça. On peut même dire que le Burkina, même quand bien même le Burkina serait débordé, c'est un pays en difficulté, c'est un pays frère. Donc le Bénin, dans la possibilité de ses capacités,
peut même prêter, on peut s'imaginer que le Bénin puisse prêter main forte. Je pense même qu'il y a des opérations coordonnées qui ont été menées dernièrement avec beaucoup de pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut forcément des actions concertées. C'est ce que nous sommes concernés au plan géographique. Nous avons des frontières avec certains de ces pays-là qui ensuite ont des frontières avec d'autres. Donc, ça fait quand même une corrélation géographique naturelle. De l'autre côté, la question du terrorisme et principalement du djihadisme dans ces pays-là aussi a parfois une connotation liée à des questions de politique intérieure, sans compter les connexions de relations internationales avec toutes les ambiguïtés qu'il y a par rapport au rapport avec la France, notamment les bases militaires, les intérêts miniers, etc. Donc, c'est vraiment des questions touffues. Donc ça veut dire connexion géographique, pour question de politique intérieure, et puis relations internationales. Donc tout ça, ça fait que vraiment la clé de la résolution des questions liées au terrorisme, au djihadisme est très très complexe très compliqué à avoir. Mais donc quoi qu'il en soit, il doit y avoir une vision, une politique intérieure propre à chaque pays pour contrer ça, bien sûr. Donc le Bénin avec ses particularités, on n'a pas spécifiquement de problème particulier en termes de connexion avec les relations internationales. On n'a pas de base militaire, on n'a pas d'intérêt minier, donc ce qui fait que nous avons été un peu épargnés. Mais le Mali et tout ça, bon, il y a ces aspects-là. Donc chacun, en fonction de sa politique intérieure, de sa stratégie intérieure en termes de sécurité, en termes de défense, va s'organiser, bien sûr. En rapport avec ces relations, avec ces puissances étrangères-là aussi, va s'organiser. Mais il faut dans tout ça, donc c'est une dimension à la fois interne, bilatérale avec la France et les autres puissances, et multilatérale, voilà, pour trouver les clés. Mais je pense, donc, pour finir, que forcément, il y a une solution pour ces choses-là. Si on veut briser le terrorisme, si des États se mettent ensemble, coordonnent leurs efforts, ils peuvent briser le terrorisme. Après, les relations avec les puissances étrangères et l'ambiguïté possible de leur gestion de ces questions-là, c'est une autre dimension. Mais c'est un paramètre aussi qui est en cours, je dirais, d'interrogation et de résolution en Afrique. Donc les rapports avec le multilatéralisme, donc, les rapports avec les puissances étrangères, anciennement coloniales, le franc CFA, la question de l'aide au développement, etc. C'est des choses qui sont en pleine interrogation aujourd'hui en Afrique. Et je pense que les perspectives sont positives si nos leaders aussi s'y mettent. Quoi. Oui, voilà, on ne va pas faire de fixation sur l'ancien colonisateur parce que sur cette question bien précise, je sais que ce soit les Américains, les Belges, les Allemands, les Français ont toujours, ça fait depuis des années que cette puissance-là aide le Bénin à se mettre en position de bataille pour ces trucs-là. Peut-être que ça a aidé à repousser ce qu'on a eu comme attaque dernièrement. Qu'est-ce que vous en pensez très rapidement? Bon, au-delà de la solution nationale, telle que les prédécesseurs l'ont dit, il faut une coopération sous-régionale et internationale. Je crois que le gouvernement prend déjà la mesure de l'enjeu, et c'est dans ce sens-là que les puissances étrangères ont commencé par renforcer les actions avec nos forces de sécurité et de défense sur le terrain. Le gouvernement, les forces de sécurité ne dorment pas. Chaque jour que vous contrez une action, les terroristes cherchent à développer d'autres initiatives pour pouvoir vous prendre, vous contourner par revers, vous contourner le dispositif qui est mis en place. À nos forces de sécurité et de défense de savoir sur quel levier il faut appuyer pour qu'à chaque fois que l'ennemi ou les ennemis se manifestent, qu'ils puissent trouver la solution qu'il faut pour pouvoir les mettre hors d'état de nuit. Je voudrais insister sur les relations avec les autres pays qui sont plus ou moins déjà qui vivent déjà ces attaques-là. Quelles sont les stratégies mises en place pour pouvoir contrecarrer les actions de ces terroristes et savoir capitaliser tout ça et
mettre en place un système propre au Bénin pour pouvoir avoir le retour d'expérience de ces théâtres d'opération là. Bon, de toute façon, on a plein de contingents. Je pense que les Béninois ont toujours été au Mali, donc peut-être l'état-major a dû prendre s'appuyer sur le retour d'expérience. C'est ça même qui a dû contribuer à ce qu'on a jusque-là. C'est vrai, on a en début de semaine dernière, on aurait appris qu'il y a eu une seconde attaque. Oui, bon, ça n'a jamais été confirmé. Vous parlez de l'information selon laquelle un blindé aurait sauté sur une ça n'a mine. pas été confirmé par l'armée. C'est le dispositif en place qui permet au Bénin de circonscrire plus ou moins le phénomène. Mais attention, nous ne devons pas dormir sous nos lauriers. C'est comme ça a commencé au Burkina Faso avec des initiatives du genre. Et au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, ça s'étend, ça s'élargit. Et les États n'arrivent plus à contenir. Voilà, il nous reste exactement 6 minutes. Nous avons deux sujets. Oui, on va parler un peu de sport sport avec la FECAFOOT. Oui, de sport. Oui, bon, là, on est obligé de choisir. Bon, comme on a parlé des USA et de la sanction dans le format précédent, dans le duel, on va peut-être parler de football. Votre question, c'est gestion du foot en Afrique. Victoire d'Étoile à FECAFOOT. Les hommes d'affaires du sport ont-ils leur dernier mot? Parce que moi, j'ai reformulé un peu le thème, Étoile à FECAFOOT. Bon, est-ce que c'est le début de quelque chose? Est-ce que les Drogba, les Diouf, ainsi de suite, est-ce que les sportifs eux-mêmes sont en train de reprendre la main sur leurs choses ou voilà? En tout cas, il y a une volonté de leur part qui est contrariée par, je dirais, tout le système bon, que certains peuvent appeler la mafia, mais je ne dirais pas jusque-là. Mais en tout cas, il faut savoir que le schéma, c'est quoi? C'est que les hommes d'affaires sont les présidents de clubs, sont les protecteurs, les parrains de ces joueurs-là depuis leur jeunesse jusqu'à ce qu'ils deviennent des gloires, qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Et la gouvernance de ces fédérations et ces confédérations draine énormément d'argent puisque le milieu du sport évidemment, au plan universel, c'est des milliards. C'est des milliards. Et donc, ces patrons de clubs qui deviennent des patrons de fédération, pour eux, c'est leur même mise sur la gouvernance. C'est leur chose. C'est leur chose. Les joueurs jouent, eux, ils gèrent. Exactement. D'ailleurs, c'est des poulains, ils les voient grandir. Tous ces gens-là ont vu grandir et tôt. Mais néanmoins, les erreurs de gouvernance qui font que la Coupe d'Afrique a beaucoup de difficultés parfois à être organisée. Et les clubs africains en Coupe du Monde, je pense qu'on n'a jamais... Je ne me souviens même plus s'il y a eu un club en demi-finale de la Coupe du Monde, quart de finale. Plusieurs fois au niveau senior. Voilà, au niveau senior, non. Bon, donc l'objectif c'est... Coupe du Monde, équipe, bon, le Cameroun. Oui, quart de finale. Oui, quart de finale, mais jamais en demi-finale. Alors que ce sont nos joueurs qui font briller les clubs, les grands clubs, les Liverpool, PSG, Manchester et autres. Et donc, ces joueurs-là souffrent du fait qu'en sélection, il y a beaucoup de failles. Donc aujourd'hui, les gloires comme Drogba, comme Eto'o ont décidé, alors que les Mila, Joseph-Antoine Bell et autres ont échoué, ils ont décidé de prendre les choses en main. Parce qu'ils souffrent. Une équipe qui arrive en Coupe du Monde ou à la CAN et puis il n'y a pas toutes les commodités, etc. Bon, et donc c'est une bataille avec les hommes d'affaires. Et donc la victoire d'Eto'o a été favorisée aussi par le fait que c'est quelqu'un qui, bien sûr, a de l'autorité naturelle, mais il a aussi un charisme lié à sa générosité. Mais c'était loin d'être gagné. C'est un véritable exploit. Voilà. Donc, on peut souhaiter que cette envie, qui est légitime, l'homme qu'il faut à la place, qu'il faut que ces joueurs-là, pourvu qu'ils aient un peu quand même de compétences managériales, pourvu qu'ils aient l'intelligence de savoir aussi s'entourer, ils sont capables d'avoir une vision, une orchestration, parce qu'ils ont vu comment ça se passe ailleurs. Mais il faut qu'ils sachent aussi s'entourer des autres. Hein? Et donc voilà, cette dynamique-là, moi je souhaite qu'elle prospère. Les hommes d'affaires vont tenter de contrarier de s'accrocher. Voilà, mais je pense qu'il faut quand même qu'on fasse cette expérience-là, parce qu'ils ne pourront jamais faire pire que ce que les sur cette question-là, je vais prendre une image. Un joueur de foot, aussi brillant soit-il, n'est pas forcément un bon entraîneur. Les exemples sont légion. D'ailleurs, même apparemment, ce sont les piètres joueurs, en tout cas, les joueurs qui finissent par être de très bons entraîneurs. Bon, est-ce que la même équation, est-ce que Eto'o
président de la FECAFOOT, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Mais bon, il n'a encore rien fait, il n'a pas encore commencé, il vient à peine de commencer, on ne va pas le juger avant. Mais est-ce que le raffut de ces grands joueurs, on a vu Didier Drogba ça a été pénible, même si c'est pas encore tranché, ils sont en normalisation, peut-être qu'il va revenir à la charge. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit une tendance chez nous, toute proportion gardée, qu'est-ce qu'on va dire, Moussa Latoundji, Stéphane Sessegnon, est-ce que c'est une tendance qui est intéressante? Avoir été meilleur joueur, ça ne veut pas dire que vous serez un bon président de votre fédération ou de la fédération de votre pays. Mais l'essentiel, c'est la vision. Quand vous avez la vision et que vous vous faites entourer des personnes qu'il faut, des personnes qualifiées, et les résultats seront là. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple, je vais sortir un peu du sport pour parler du président Patrice Talon. Il n'est pas nanti d'un doctorat, il n'est pas agrégé. Mais le niveau qu'il a, la vision qu'il a, il s'est fait entourer des gens de qualité et ça marche. Donc on va souhaiter cela à ces anciennes gloires, ou sinon oui, à ces, de ces pays-là, qui se fassent entourer et que leur vision puisse véritablement les peaufiner, les traduire en projet, en réforme qu'il faut. Ce serait dommage si, à la fin de leur passage à la tête de leur fédération respective, leur pays n'arrivait pas à effectuer des bons en matière de participation. Mais surtout de gouvernance. Ce serait dommage qu'après leur passage, on entende que la FECAFOOT a été éclaboussée ou la gestion des taux a été entachée de telles malversations. Ce serait malheureusement dommage. Au Bénin, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. On va souhaiter. J'ai eu peur. On n'a pas encore de leader ou de. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. C'est pas facile pour que Eto'o puisse être élu. Vous l'avez dit, l'aîné aussi l'a dit. C'est à ces anciennes gloires du football béninois de savoir qu'il faut se lever. Il faut se battre pour pouvoir être à la place d'Eto'o à la tête de la Fédération béninoise de football. Merci Serge. Kamaroudine, parce que c'est pas. Est-ce qu'on peut dire pour ces joueurs-là, c'est pas une tasse de thé, parce que quand ça va se passer mal, ils n'auront aucune excuse, parce que les populations vont se dire bon, si eux ils échouent, c'est fichu. L'espoir est fichu vraiment. Ouais, bon, on ne peut que souhaiter plein succès à Samuel Eto'o, à la FECAFOOT, et souhaiter que Drogba aussi arrive déjà, parce que pour lui, bon, pour moi c'est que c'est plié déjà, mais bon, je viens d'apprendre que c'est en normalisation. Ils sont la fédération en normalisation. Ok, bon, moi je pensais même que je n'ai plus d'écho depuis, donc pour moi c'est que c'est foutu et ça fait une autre élection pour lui. Bon, maintenant qu'il y parvienne et que au Bénin, comme partout ailleurs, ceux qui ont pu quand même donner de leur énergie physique et qui ont pu explorer d'autres horizons par rapport au football et par rapport à d'autres disciplines, pourquoi pas, puissent aussi un jour s'occuper des fédérations et faire décoller les choses. Oui, voilà, il faut juste préciser que Eto'o ne s'est pas contenté juste d'être footballeur. Je pense qu'il a un MBA. Bien sûr. Donc il sait quand même, il a pris le temps quand même de se former. Drogba aussi, je pense, et d'autres certainement. Voilà. C'est ce qu'il a souhaité. Voilà. Juste un dernier mot. Il y a quand même une tâche pour ces grands joueurs de football. Il y a très peu qui se reconvertissent dans le coaching, surtout sur le pas forcément en Europe, parce qu'en Europe il y a beaucoup. Il y a Colo. Il y a beaucoup de gens qui sont, mais sur le continent, il y a très peu qui veulent l'entraîner, alors que peut-être qu'il serait utile de ce côté-là. Exactement. Bon, quand j'analyse globalement, depuis que je me dis, c'est une question de personnalité, peut-être, parce que bon. Ou prendre des clubs en charge rapidement. Je pense que Didier a un peu ça. Il faut un peu ça. En D2 ou en D1, je pense qu'il a un club. Oui, et Eto'o aussi a un club. Un club dans la. Non, il a une fondation. Il a une fondation, un centre de formation. En tout cas, il a ça. Mais lui, personnellement, vous m'excusez, son rêve, je l'ai lu dans une interview, son rêve, c'est de coacher une équipe européenne, justement. Oui, mais pour ça, il faut une exigence, une rigueur que ces joueurs-là n'ont pas eu toujours dans leur carrière.
l'hygiène de vie. Pourquoi beaucoup de nos gloires? Pourquoi ces seigneurs, on n'entend plus parler de lui? Vous voyez? Donc, il y a une exigence donc de vie, une hygiène de vie, etc. que Et nos un plan de joueurs, carrière n'ont pas. voilà, ils forcément. n'ont pas forcément. Et donc, après leur carrière professionnelle, continuer cet investissement de façon exigeante aussi en tant qu'entraîneur, ils n'ont pas toujours ça. Donc, c'est ça qui fait que... Donc, mais ils devraient, moi je les encouragerais à faire cet effort-là pour que justement nos clubs, nos sélections surtout, Puissent bénéficier soient de leur plus... expertise. Voilà, exactement. Bon, chez nous, on peut dire que Moussa Latouni le fait si bien, donc c'est déjà bon. Omar Chomoko aussi l'a fait, Oui, donc oui, voilà, c'est- pourvu qu'il continue. Merci à vous.